Je m'appelle Elisa Moreau. Lorsque je me tenais sur la terrasse du Phare Bleu, face au Vieux-Port, lors des soirées scintillantes de Marseille, je me sentais invincible. J'avais 29 ans et j'étais directrice des opérations du restaurant gastronomique le plus convoité du sud de la France. Le mot « directrice » ne suffisait pas à décrire mon travail. J'étais le cœur de cet endroit. J'étais le sang qui coulait dans ses veines. Je gérais chaque réservation, chaque accord avec les fournisseurs, le timing de chaque plat sortant de la cuisine et le sourire de chaque client. Le Phare Bleu n'était pas seulement un restaurant, c'était un empire. Et cet empire, nous l'avions construit avec mon associé et compagnon depuis 7 ans, Julien. Ou plutôt, je l'avais construit tandis que Julien était la vitrine. Il était le visage charismatique qui souriait aux politiciens et levait sa coupe de champagne. Moi, j'étais l'ingénieur invisible dans la salle des machines, et cette organisation me convenait. Parce que je l'aimais, parce que nous formions un, nous étions le couple en or de la scène gastronomique marseillaise. Tout était littéralement parfait jusqu'à ce mardi matin. Je me suis réveillée à 7 heures, comme d'habitude. L'oreiller à côté de moi était froid. Julien n'était pas rentré à la maison. La nuit a été chargée. Ai-je pensé? C'était normal dans le secteur de la restauration. Je me suis levée, j'ai mis la cafetière en marche et j'ai pris mon téléphone. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang, 16 appels manqués. De ma mère, de nos chefs, de notre avocat, et des dizaines de notifications. La première que j'ai vue était le titre du journal local La Provence. Tremblement de terre dans la gastronomie marseillaise. Scandale à 1 million d'euros au Phare Bleu. J'ai cliqué dessus. Le cœur battant à tout rompre, j'ai fait défiler l'écran, les doigts tremblants. Évasion fiscale. Grave violation des règles d'hygiène. Et fausse facture, c'était impossible. Ça ne pouvait pas être vrai. J'avais personnellement approuvé chaque facture, chaque euro. J'avais moi-même rédigé les protocoles d'hygiène. Notre système était plus discipliné que celui de l'armée. C'était une erreur, une terrible erreur. J'ai immédiatement appelé Julien. Son téléphone était éteint. Il est occupé, me suis-je dit. Il est au restaurant en train d'essayer de résoudre ce chaos. J'ai enfilé les premiers vêtements qui me tombaient sous la main. J'ai attrapé les clés de ma voiture et j'ai foncé vers le port. En approchant du restaurant, j'ai vu que la rue était remplie de camions et de caméras. Des journalistes, des camions de télévision. Dès que je suis descendue de voiture, ils m'ont encerclée. Les flashs crépitaient sur mon visage. Les micros étaient collés à ma bouche. « Madame Elisa, ces allégations sont-elles vraies? Pourquoi avez-vous caché vos impôts? Saviez-vous que vous jouiez avec la santé des gens? En repoussant la foule, j'ai compris que ma vie était finie. Les portes en chêne massif de notre restaurant étaient scellées. Un cachet officiel avec les mots « Fermé par la mairie », écrit en grosses lettres rouges, était apposé dessus. Et l'homme qui se tenait devant la porte, c'était Julien, mais il n'était pas seul. Il était accompagné de 2 inspecteurs des impôts et d'une femme que je ne connaissais pas, vêtue d'un costume coûteux. Julien m'a vue. Nos regards se sont croisés un instant. Puis, cette expression a disparu. Elle a été remplacée par « de la pitié ». L'un des inspecteurs s'est approché de moi. « Elisa Moreau? Oui », ai-je répondu, à bout de souffle. « Julien, que se passe-t-il » ? « C'est une erreur. » Julien a levé la main. Sa voix était froide et distante, comme s'il s'adressait à un étranger. « Elisa, a-t-il dit, ça ne sert plus à rien de cacher quoi que ce soit. Je leur ai tout raconté. Qu'est-ce que tu leur as dit, Julien ?» Julien jeta un bref regard à la femme à côté de lui, puis se tourna à nouveau vers moi. « Que tu étais responsable de toutes les opérations, dit-il. Les factures, les comptes, la gestion de la cuisine, je m'occupais uniquement des relations publiques. Tu ne m'as jamais montré ces détails. J'avais reçu un coup de poing glacé dans l'estomac. Je trébuchais en arrière. Les caméras continuaient d'enregistrer. Elles filmaient tout. Elles enregistraient le choc sur mon visage, l'horreur de la trahison, chaque seconde de l'effondrement de mon monde. « Tu mens », murmurai-je. Julien s'est tourné vers l'inspecteur. « Oh, comme vous pouvez le voir, elle continue de nier. J'ai bien peur qu'Elisa n'ait pas pu supporter ce fardeau. » Son ambition a pris le dessus sur sa raison. Je ne savais pas qu'elle avait tout fait. Je vous jure que je ne savais pas. À ce moment-là, j'ai compris que 7 années d'amour, de complicité et de rêve avaient été réduites à néant, transformées en une pile de crimes qui m'étaient imputés. Lui, le visage charismatique, moi, le bouc émissaire. Et le plus douloureux dans tout ça, ils l'ont cru. Tout le monde l'a cru. C'était le pire moment qu'un être humain puisse vivre.
À cet instant précis, j'ai décidé que cette histoire ne serait pas une histoire de victime. Si vous voulez suivre ce genre d'histoire de justice et de vengeance, assurez-vous d'être sur la bonne chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, vérifiez dès maintenant si vous êtes abonné. Car le conte de cette trahison ne fait que commencer. Cette nuit-là, j'étais assise dans une chambre d'hôtel bon marché dans les ruelles de Marseille avec une seule valise. Ma famille, même ma famille, à Lyon ne répondait pas à mes appels. « Comment as-tu pu nous faire honte comme ça ?» m'avait dit ma mère lors de notre dernière conversation. Les médias m'avaient qualifiée de reine des imposteurs de Marseille. Mes amis s'étaient évaporés. J'ai regardé le mur pendant des heures. Je n'ai pas pleuré. Le choc était passé. La douleur de la trahison avait disparu. Il ne restait plus qu'un seul sentiment. Ce que vos analyses appellent la colère froide. Je l'appelle clarté. Julien était arrogant. Il était stupide. Il pensait m'avoir pris mon restaurant, mon argent, ma réputation et ma maison. Il pensait avoir tout pris, mais Julien avait oublié une chose. Mon stupide petit projet universitaire. Il y a des années, alors que j'étais étudiant à l'université d'Aix-Marseille, j'avais codé un système de réservation numérique simple pour les restaurants. Je l'avais appelé OptiResa, mais ce n'était pas un simple système de réservation. C'était un programme d'analyse et de fidélisation de la clientèle basé sur l'intelligence artificielle. C'était une mine de données qui analysait quel client aimait quel vin, à quelle fréquence il venait et combien il dépensait. C'était le secret du succès du phare bleu. Et Julien pensait qu'il s'agissait simplement d'un programme d'agenda. Ce qu'il ignorait, c'est que OptiResa était si performant qu'il avait été racheté au cours des 5 dernières années par les géants français et allemands des logiciels pour la restauration. Je n'avais pas vendu le système, je l'avais concédé sous licence. Et les revenus de cette licence s'accumulaient discrètement dans une petite banque de Lille, sur un compte dont moi seul connaissais l'existence. Il n'avait pas été touché depuis des années. Julien pensait avoir détruit le directeur des opérations. Mais en réalité, il avait créé un millionnaire de la technologie. J'ai sorti mon téléphone. Je me suis connectée au Wi-Fi de l'hôtel, qui était faible. Avec un calme glacial, j'ai passé mon premier appel. « Allô, monsieur Dubois ? Êtes-vous toujours le meilleur expert en cybersécurité de Paris ? Parfait, parce que je crois que j'ai un petit problème de fuite de données. Julien m'avait pris mon restaurant. Je lui prendrai tout ce qu'il avait. » Lorsque j'ai entendu la voix de monsieur Dubois au téléphone dans ma chambre d'hôtel, ma voix ne tremblait pas du tout. « Monsieur Dubois, ai-je dit, je m'appelle Elisa Moreau et je suis au cœur du scandale du phare bleu. » La légende de la cybersécurité à l'autre bout de Paris marqua une pause à l'autre bout du fil. Il avait probablement vu mon nom dans les journaux. « Je vous écoute, mademoiselle Moreau. Mais sachez que je m'occupe d'affaires complexes. »« Je sais, répondis-je. Et je tiens à vous dire que le budget n'est pas un problème. Seul le temps est un problème. » C'était le mot magique qu'il avait besoin d'entendre. J'avais mis en place toute l'infrastructure numérique du phare bleu, du système de réservation au logiciel de comptabilité. Julien, elle, ne savait pas comment fonctionnait le système. Il connaissait seulement les mots de passe. Et j'étais sûre qu'il avait utilisé ces mots de passe pour créer de fausses factures et effectuer des virements illégaux en mon nom. Il avait utilisé mon identité numérique comme une arme. « Ce dont j'ai besoin est simple, monsieur Dubois, lui ai-je dit. Je veux que vous vous connectiez au serveur et que vous trouviez les horodatages des fichiers originaux et modifiés. Je veux que vous trouviez toutes les transactions frauduleuses effectuées en mon nom, tous les emails illégaux et où est passé cet argent. Mon argent ? Ce n'est pas légal, mademoiselle. Pas encore, répondis-je, mais ça le deviendra. Pour l'instant, appelons cela un audit interne. Je vous enverrai tout ce dont vous avez besoin depuis mon compte à Lille. Lorsque j'ai raccroché, j'avais recruté le premier soldat de mon armée. Le commandant était le suivant. Le lendemain matin, j'ai pris le premier train pour Paris. Je ne pouvais pas rester à Marseille. Ce n'était plus ma ville. C'était mon terrain de chasse et j'avais besoin d'un endroit en hauteur pour chasser. À la sortie de la gare, j'ai sauté dans un taxi et je me suis rendue directement au célèbre bâtiment du boulevard Saint-Germain, Maître Valérie Lefebvre. Son surnom dans le milieu juridique était la guillotine. Elle était l'avocate d'affaires la plus chère, la plus impitoyable et la plus brillante de Paris. Lefebvre ne gagnait pas ses procès. Elle détruisait si systématiquement la partie adverse que celle-ci capitulait généralement avant même d'entrer dans la salle d'audience. Sa secrétaire a froncé les sourcils en me voyant. « Aviez-vous rendez-vous, mademoiselle ?»« Non, répondis-je. Mais dites-lui qu'Elisa Moreau est ici et qu'elle ne l'attendra pas. »
5 minutes plus tard, j'étais assise en face de lui, à son bureau en acajou. Maître Lefebvre me regardait par-dessus ses lunettes à monture métallique. « Oh, tout le monde dit que vous êtes coupable, mademoiselle Moreau », dit-il d'une voix glaciale. « Les journaux vous ont descendu en flammes. Je n'accepte pas les affaires que je ne peux pas gagner. » Je l'ai regardée. Je pouvais voir en elle la même colère froide que j'avais ressentie dans cette chambre d'hôtel. Elle aussi était une combattante. « Je ne suis pas coupable, » dis-je calmement. « J'ai été piégée. Julien a comploté contre moi. » Lefebvre rit. « Ah, tous mes clients disent la même chose. Avez-vous des preuves? Pas encore. Mais Monsieur Dubois est en train de les trouver. » Cela avait attiré son attention. Dubois, c'est un choix coûteux. Comme je vous l'ai dit, ai-je poursuivi, le budget n'est pas un problème. Je sortis un dossier de mon sac. Il s'agissait du relevé des revenus de licence de mon logiciel OptiResa pour les 5 dernières années et de mon compte bancaire à Lille, une fortune de plusieurs millions d'euros. Je le posai doucement sur la table. Julien pense m'avoir pris mon restaurant, ma maison et ma réputation. Mais il ne savait rien de ma véritable fortune. Nous ne perdrons pas, maître Lefebvre, car non seulement j'ai raison, mais je suis aussi suffisamment riche pour payer d'avance tous vos honoraires et toutes les dépenses de l'armée que nous allons constituer. Valérie Lefebvre examina le dossier. Son visage ne trahissait aucune émotion. Puis elle referma le dossier, retira ses lunettes et me regarda. Son visage afficha alors le léger sourire d'un chasseur qui aperçoit sa proie. « Eh bien, mademoiselle Moreau, dit-elle, comment voulez-vous que nous ruinions Julien ? Rapidement et sans douleur ou lentement et de manière humiliante ?»« Lentement et de manière humiliante, répondis-je. Le commandant de mon armée était désormais avec moi. Le suivant était mon espion dans la cuisine, Antoine Dubois. Non, il n'avait aucun lien de parenté avec mon expert en cybersécurité. Antoine était le véritable génie du phare bleu. C'est grâce à lui que nous avions obtenu notre étoile Michelin. C'était un chef. Julien, lui, était un showman. L'année dernière, Julien l'avait licencié. La raison était simple. Antoine s'était opposé aux économies réalisées par Julien sous prétexte de réduction des coûts. Il avait refusé d'utiliser des produits surgelés à la place d'herbes provençales fraîches et d'acheter du saumon provenant d'élevages industriels plutôt que chez les pêcheurs locaux. Julien lui avait crié « Les clients ne voient pas la différence, Antoine. Ils paient uniquement pour l'expérience. » Antoine avait répondu « L'expérience commence dans l'assiette, monsieur. » Avant d'enlever son tablier et de partir, je l'ai retrouvé dans un petit bistrot d'un village près de Lyon. Il faisait la vaisselle. Il n'a pas été surpris de me voir. J'ai vu les gros titres. M'a-t-il dit d'un air las. Je savais que ce clown finirait par exploser. Je suis juste surpris qu'il t'ait entraîné dans sa chute. Il ne m'a pas entraîné, Antoine, ai-je répondu. Il m'a utilisé comme un pion. Mais les règles du jeu ont changé. Je lui ai expliqué mon plan. Je lui ai parlé de Lefebvre, de Dubois et de mon compte secret. Je vais récupérer cet endroit, lui ai-je dit. Et je te rendrai la cuisine, à toi seul, avec un contrôle total. Mais avant cela, je dois connaître tous les secrets sordides de cette cuisine. Je dois savoir comment Julien a créé ce scandale sanitaire. Une lueur s'est allumée dans les yeux d'Antoine. Ce scandale était un mensonge. M'a-t-il sifflé. Mais la vérité est bien pire. Julien, avec le chef bon marché qu'il a engagé à ma place, utilisait de la viande périmée en la marinant. Au lieu d'appeler une entreprise de désinfection pour régler le problème des rats dans l'entrepôt, il se contentait de garder les portes fermées. Et ces fausses factures, la plupart d'entre elles concernaient des ingrédients coûteux qui n'avaient en réalité jamais été achetés. Il empochait l'argent et servait de la bouffe à chien à ses clients. Voilà. C'était mon arsenal, on dirait le scénario d'un film, n'est-ce pas ? Mais dans la vraie vie, ce genre de plan nécessite du silence et de la patience. Si vous voulez voir le résultat de cette patience stratégique, de cette planification froide, écrivez « plan » dans les commentaires et montrez-nous que vous soutenez la suite de cette série. Le lendemain, dans ma salle de guerre. Temporaire à Paris, une chambre d'hôtel luxueuse avec vue sur les Champs-Élysées, à l'opposé de cette chambre misérable à Marseille, le premier rapport est arrivé. Il venait de Monsieur Dubois. Et ce n'était pas seulement un scandale financier. Cela prouvait que toute ma vie depuis 7 ans n'était qu'un mensonge. Dubois s'était infiltré dans les serveurs du phare bleu. Et oui, il avait trouvé des dizaines de faux ordres de virement et de fausses baux, factures à mon nom. Mais ce n'était pas le plus grave, il avait également
accédé aux emails personnels de Julien et il avait découvert qui était cette femme. Celle qui se tenait à côté de Julien à l'entrée du restaurant ce mardi matin, vêtue d'un costume coûteux, arborant un sourire triomphant. Elle s'appelait Solange Duval. Elle était gestionnaire d'un fonds d'investissement à Paris. Les millions d'euros volés par Julien avaient été directement transférés vers une société écran basée au Luxembourg et gérée par Solange Duval. Les réservations d'hôtels, les billets d'avion et les factures de dîner romantiques trouvées par Dubois clarifiaient la situation. Solange n'était pas la nouvelle associée de Julien. Elle était sa maîtresse secrète depuis 2 ans. Ce regard plein de pitié à la porte du restaurant. C'était le regard de la femme qui avait pris ma place. Ce n'était pas une trahison. C'était une opération calculée de sang-froid, planifiée depuis le début, qui avait duré 2 ans. Ils avaient prévu de se débarrasser de moi et de s'emparer de mon restaurant avec mon argent. J'ai raccroché le téléphone. Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la tour Eiffel. Pas une seule larme n'a coulé de mes yeux. Au contraire, j'ai souri. Parce que je savais désormais contre quoi je me battais. Je ne voulais plus seulement me venger. Je voulais désormais une destruction totale. Et mon armée serait bien plus puissante que la leur. Dans ma salle de guerre à Paris, lorsque les lumières de la tour Eiffel s'éteignirent, la journée ne faisait que commencer pour moi. Le rapport que j'avais entre les mains n'était pas le récit d'une histoire d'amour de 7 ans, mais celui d'un plan de vol élaboré depuis 2 ans. Solange Duval, Luxembourg, Société Écran. La trahison de Julien, qui n'était au départ qu'une simple tromperie, s'était transformée en un crime financier organisé. Je pris le téléphone et appelai mon commandant. « Maître Lefebvre, dis-je, la situation a changé. Il ne s'agit plus d'un divorce ou d'une rupture abusive. Il s'agit d'une affaire de fraude, de blanchiment d'argent et de complot. » Le silence à l'autre bout du fil indiquait que même la guillotine était surpris. Je lui ai raconté tout ce que Dubois avait découvert, le lien avec le Luxembourg, le rôle de Solange, le plan sur 2 ans. Je comprends. N'est qu'a dit Valérie d'une voix encore plus aiguë. Cela facilite les choses. Plus facile ? Demandai-je. Ils m'ont traité d'escroc à la une d'un journal national. Mademoiselle Moreau, dit-elle patiemment, cessez de réagir de manière émotionnelle. À partir de maintenant, vous n'êtes plus une victime. Vous êtes une chasseuse. Et les chasseurs restent silencieux. Julien et Solange pensent que vous pleurez dans votre chambre d'hôtel bon marché à Marseille, rejeté par votre famille, sans le sou et désespéré. Laissez-les continuer à le croire. C'était la première étape de notre plan, le silence. Le lendemain, j'ai quitté l'hôtel à Paris. Je me suis retirée dans un endroit où les médias ne pourraient pas me trouver, où personne ne me connaissait, dans le nord de la France, près de mon compte bancaire à Lille. Dans un petit grenier loué à mon nom, je suis devenue un fantôme. J'ai changé de numéro de téléphone. J'ai fermé mes comptes sur les réseaux sociaux. Elisa Moreau s'était officiellement évaporée. Pour Julien et Solange, le jeu était terminé. Ils célébraient leur victoire. Pour eux, pour moi. Le jeu d'échecs venait tout juste de commencer. Au cours des 2 mois suivants, mon armée a rassemblé des munitions. Monsieur Dubois a erré comme un fantôme dans le monde numérique pendant la nuit. Il s'est introduit non seulement dans les serveurs de Julien, mais aussi dans ceux du bureau parisien du fonds d'investissement de Solange. Il a trouvé des relevés bancaires montrant que l'argent volé par Julien au phare bleu avait été transféré au Luxembourg, puis utilisé pour acheter un appartement de luxe à Paris et un petit château à Bordeaux. Julien achetait un château à sa maîtresse avec mon argent. Au même moment, le chef Antoine, à Lyon, s'est transformé en véritable espion. Il a rendu visite à tous les anciens fournisseurs du phare bleu. Il leur a montré les fausses factures de Julien. « Ces signatures sont fausses !» y ont-ils déclaré à l'unisson. « Il ne nous a pas acheté de thon espagnol ou de truffes du Périgord depuis 6 mois. Il n'a acheté que les légumes les moins chers. » Antoine a obtenu des déclarations sous serment de chacun d'entre eux. Il avait prouvé que Julien ne se contentait pas d'échapper à l'impôt, mais qu'il escroquait également ses clients en réduisant la qualité de ses produits. Et Maître Lefebvre. Il a transformé toutes ces preuves numériques et écrites en un dossier irréfutable, solide comme le roc, qu'il a présenté au parquet français chargé des délits financiers au bout de 2 mois. 3 dossiers étaient posés sur la table de mon grenier à Lille, preuves numériques, déclaration des fournisseurs et stratégie juridique. Julien et Solange se réjouissaient des cendres du restaurant de Marseille, tandis que je tenais une bombe nucléaire entre mes mains. C'est maintenant ? Ai-je demandé à Lefebvre et au téléphone ? Non, répondit-il. Nous devons d'abord les affaiblir financièrement. Le parquet est lent.
Nous devons être plus rapides. Les médias vous ont détruits, maintenant ce sont eux qui vont les détruire. Deuxième étape du plan, la fuite contrôlée. J'ai donné les instructions à Dubois. Notre cible n'était pas un journal local comme La Provence. Notre cible était le cœur du monde financier parisien, l'endroit que Solange redoutait le plus. Il y avait le Corbeau Noir, le blog financier indépendant le plus impitoyable et le plus lu de France. Ce blog était célèbre pour avoir révélé les secrets inavouables des riches parisiens. Cette nuit-là, M. Dubois a envoyé un seul fichier à l'éditeur du blog via un serveur. Anonyme, les registres de la société Écran hausse, Luxembourg et le relevé des virements SWIFT de plusieurs millions d'euros effectués depuis le compte de Julien vers la société de Solange. Il n'écrivit rien d'autre. Il se contenta de dire « Enquêtez ». Pendant une semaine, rien ne se passa. Puis, un jeudi matin, la bombe a explosé. Le titre du Corbeau Noir était le suivant. Le jeu souillé de Solange Duval, le génie parisien de l'investissement. Dans le Sud, les secrets luxembourgeois derrière le scandale du restaurant de Marseille. L'article ne mentionnait pas une seule fois mon nom. Il ne parlait même pas de moi. L'article visait uniquement Solange. Il expliquait comment elle blanchissait des fonds suspects et mettait ses investisseurs en danger et collaborait avec un escroc local. À Marseille, l'histoire ne concernait plus une femme ambitieuse dont le restaurant présentait des problèmes d'hygiène. L'histoire était celle d'une puissante investisseuse parisienne qui commettait un crime organisé avec son amant. C'est là que je voudrais vous poser une question. Faut-il parfois enfreindre les règles pour rendre justice? Si vous vous trouviez dans une situation comme la mienne, donneriez-vous d'abord les preuves que vous avez recueillies à la police? Ou utiliseriez-vous le pouvoir des médias qui ont détruit votre réputation pour démolir vos ennemis devant le public? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car dans cette guerre, les limites éthiques commençaient à s'estomper. Lorsque la nouvelle a éclaté, le monde de Julien et Solange s'est effondré. Les clients du fonds d'investissement de Solange ont bloqué leur téléphone ce matin-là. Notre argent est-il en sécurité? Travaillons-nous avec un escroc? Julien se croyait en sécurité à Marseille. Mais maintenant, il était dans le collimateur des grands acteurs parisiens. Il n'était plus un homme d'affaires charismatique, mais le petit bouffon marseillais de Solange. Et pendant qu'il paniquait, je suis passée à la troisième phase du plan. Maître Lefebvre était à l'autre bout du fil. Sa voix était aussi froide et joyeuse que celle d'un chirurgien tenant son scalpel. « Félicitations, mademoiselle Moreau. Ils ont paniqué. Les avocats de Solange viennent de m'appeler. Ils m'ont dit « Nous voulons conclure un accord avec votre cliente. » J'ai souri. « C'est parfait. Mais dites-leur, Valérie, que nous ne voulons pas conclure d'accord. »« Que voulons-nous, Elisa ?»« Tout, répondis-je. Le groupe de restaurants Le Phare Bleu, fondé par Julien, est actuellement en faillite. Je le sais, je l'ai suivi. Il sera bientôt mis en vente aux enchères pour cause d'endettement. Dites-leur que je vais faire une offre pour acheter ce dossier d'exécution. » Lefebvre hésita. « Vous allez acheter le restaurant ?»« Non, maître. » Et répondis-je. « Pas seulement le restaurant, tout le groupe de restaurants. Ses cendres, ses dettes, tout. Julien m'a volé un restaurant. Je vais lui voler un empire. » À l'autre bout du fil, je sentis Maître Lefebvre marquer une pause. Même la guillotine était surpris par l'audace de cette initiative. « Mademoiselle Moreau, dit-il, avec pour la première fois une pointe d'admiration dans la voix, vous allez racheter une entreprise en faillite, ses dettes, ses cendres? C'est de la folie. » « Non, maître. » Et répondis-je depuis mon loft à Lille en regardant les dossiers sur mon bureau. « Ce n'est pas de la folie. C'est de la propriété. » Julien et Solange ont empoisonné la marque Le Phare Bleu. Ils en ont fait une scène de crime. À l'heure actuelle, cette marque n'a aucune valeur. Mais je n'achète pas la marque, j'achète le lieu du crime. Parce que lorsque vous êtes le propriétaire légal d'un lieu du crime, vous avez le droit de dire au procureur « Attrapez les voleurs qui sont entrés chez moi ». C'est pour cela que j'ai dit que nous ne voulions pas d'accord. Nous voulons une capitulation. J'ai entendu Lefebvre rire. C'était un rire froid et bref. Je comprends. C'est une partie d'échecs. Vous ne voulez pas seulement les pions, vous voulez tout l'échiquier. D'accord. Quel est votre plan? Le plan était simple, mais sa mise en œuvre allait être complexe. La tempête déclenchée par le blog Le Corbeau Noir avait ébranlé les fondations de l'empire financier de Solange à Paris. Ses investisseurs exigeaient des réponses sur ses liens avec le Luxembourg et sa relation avec le bouffon marseillais.
Solange ne pouvait pas mener deux combats de front. Elle devait sauver soit son fonds à Paris, soit son petit secret inavouable avec Julien. Comme on pouvait s'y attendre, elle choisit la voie professionnelle. D'après les rapports de M. Dubois, tous les flux financiers vers Julien avaient soudainement cessé. Solange avait entamé les démarches pour vendre le château à Bordeaux et l'appartement à Paris. Elle abandonnait le navire. Elle laissait Julien seul au milieu des décombres que je lui avais laissés. Julien était paniqué. Ses avocats appelaient Maître Lefebvre tous les jours pour le supplier de conclure un « accord ». Il était prêt à céder les restes du restaurant, les droits sur le nom, tout, pourvu qu'il n'aille pas en prison. Mais nous ne répondions pas, car la deuxième phase du plan, celle du silence, il se poursuivait. Lorsque le tribunal de commerce de Marseille a officiellement déclaré la faillite du groupe de restauration, le Phare Bleu. Nous étions à la fin du mois d'août. La société a été mise en vente aux enchères, avec des millions d'euros de dettes envers ses fournisseurs, son personnel et l'État. À ce stade, je voudrais vous poser une question. Quel est le meilleur moyen de vaincre un ennemi ? Le détruire devant tout le monde ou lui prendre discrètement ce qu'il a de plus précieux sans qu'il s'en aperçoive ? Préférer la discrétion à l'ostentation n'est-il pas, selon vous, l'art de la vengeance le plus efficace ? Bien sûr, je ne pouvais pas participer à l'appel d'offres sous le nom d'Elisa Moreau. Elisa Moreau était toujours la reine des escrocs de Marseille, une victime sans le sou, rejetée par sa famille. C'est pourquoi Maître Lefebvre a créé une nouvelle holding à Strasbourg, loin des radars du monde financier, Aurore Gastronomie. Sur le papier, cette société ressemblait à une holding alimentaire discrète et modeste, investissant dans de petites boulangeries familiales en Alsace. Son directeur était un ancien camarade de faculté de droit de Lefebvre. Personne ne savait que cette société était remplie de millions d'euros provenant de ce compte bancaire secret à Lille. En ce mardi matin pluvieux de septembre, dans la salle froide du tribunal de commerce de Marseille, la vente aux enchères a commencé. Il n'y avait que 3 personnes dans la salle. Notre avocat, les avocats des banques et Julien, le détective. Privé engagé par Dubois m'envoyait des photos de Julien en temps réel. Il avait l'air anéanti. Ses costumes italiens hors de prix avaient disparu, remplacés par une chemise froissée. Son sourire arrogant avait disparu. Il était venu assister aux funérailles de son empire. Le huissier a déclaré « Le groupe, le Phare Bleu, avec une dette de 1,2 million d'euros, est mis en vente au prix de départ de 1 euro. » L'avocat des banques a répondu « Nous n'achèterons pas. C'était un actif toxique. Julien n'a pas pu lever la main. Il n'avait même pas 1 euro. » Au nom d'Aurore Gastronomie, dit notre avocat, sa voix résonnant dans la salle, nous acceptons le prix d'ouverture. Le fonctionnaire donna un coup de marteau. Vendu. Un empire, une réputation, 7 années de travail. Vendu pour 1 euro. Julien pleurait en quittant la salle. Il était probablement soulagé d'être débarrassé de cette montagne de dettes et de ce scandale pour 1 euro. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était tombé dans un piège. Car nous n'avions pas seulement acheté le restaurant, nous avions acheté les dettes. Et lorsque vous achetez les dettes d'une entreprise, vous devenez légalement le principal créancier de cette entreprise. Ce soir-là, dans mon appartement mansardé de Lille, mon téléphone a sonné. C'était Maître Lefebvre. « Félicitations, mademoiselle Moreau. Vous venez de devenir la nouvelle propriétaire du Phare Bleu. »« Super, ai-je répondu. Passons maintenant à la 5e étape du plan. »« Vous voulez dire le parquet ?»« Oui, ai-je répondu. Maintenant. » Prenez le dossier nucléaire préparé par M. Dubois, toutes les déclarations sous serment recueillies par le chef Antoine et les factures des fournisseurs. Et demain matin, rendez-vous en premier lieu au parquet national financier. Mais, dit Lefebvre, au nom de qui allons-nous remettre le dossier ? Pas en mon nom, répondis-je. Elisa Moreau est toujours la victime. Vous remettrez le dossier au nom d'Aurore Gastronomie. Le nouveau propriétaire de la société fera comme s'il venait de découvrir les fraudes, les détournements de fonds et les falsifications commis par l'ancienne direction. Le nouveau propriétaire engagera des poursuites pénales contre les anciens propriétaires. Cette décision changeait tout. Je n'étais plus l'ancienne petite amie de Julien qui disait « Il m'a piégée ». J'étais désormais la propriétaire, légale d'une société française escroquée de plusieurs millions d'euros qui cherchait à obtenir justice avec des preuves irréfutables. Et le parquet n'écouterait pas une ex-petite amie, mais il serait obligé d'écouter une holding escroquée. Le jeu était terminé, mais il ne le savait pas encore. Le lendemain matin, sous le ciel gris et plombé de Paris, Maître Valérie, Lefebvre, son sac en crocodile à la main, gravit les marches en marbre du parquet financier.
Elle n'était plus une avocate cherchant à venger son ancien amant. Elle était la représentante légale d'une holding propre, escroquée de plusieurs millions d'euros, appelée Aurore Gastronomie. À son arrivée, ce n'est pas un procureur ordinaire qui l'accueillit, mais directement le chef de service. Car l'incendie déclenché par le blog Le Corbeau Noir avait déjà mis en alerte le monde financier parisien. La PNF surveillait déjà Solange Duval, mais elle n'avait pas de plaignant concret, jusqu'à présent. Lefebvre posa 3 gros dossiers reliés sur la table. Nénézé. Dossier numéro 1, dit-il. Le rapport informatique judiciaire complet préparé par M. Dubois. Les factures originales provenant des serveurs de Le Phare Bleu, les fausses factures modifiées par Julien, les adresses IP et les eurodatages irréversibles de chaque transaction. Il poussa le 2e dossier sur la table. Les preuves provenant des serveurs de Solange Duval, le transfert d'argent vers le Luxembourg, puis les ordres de paiement pour le château à Bordeaux et l'appartement à Paris. 2 ans de réservation d'hôtel et de billets d'avion. Ce n'est pas une relation d'affaires, c'est un complot organisé. Et il posa le dernier dossier au milieu de la table, calmement, comme un chirurgien posant son scalpel. Dossier numéro 3. Les déclarations sous serment du chef Antoine et des fournisseurs escroqués. Les preuves de la manière dont le scandale sanitaire a été monté de toutes pièces et dont les clients ont été empoisonnés. Mon client, Aurore Gastronomie, a non seulement été escroqué, mais a également hérité d'une marque dont la réputation a été ternie. Et maintenant, nous exigeons une indemnisation intégrale et des poursuites pénales. Le procureur n'a pas dit un mot. Il s'est contenté de consulter les dossiers. Il a dit la seule chose dont Lefebvre avait besoin. La procédure sera engagée immédiatement. Julien passait cette matinée dans son appartement loué à Marseille, rêvant probablement d'un nouveau départ. Il s'était débarrassé de ses dettes à 1 euro près. Solange l'avait quitté, mais au moins il était libre. Quand on a sonné à la porte, il attendait probablement sa commande de pizza. Quand il ouvrit la porte, il se retrouva face à des hommes en uniforme bleu foncé, au visage sévère, appartenant à la brigade criminelle de la gendarmerie nationale. Julien Martel? Oui. Soupçonné de fraude, de falsification, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent, suite à une plainte déposée par Aurore Gastronomie. Je peux imaginer l'expression sur le visage de Julien. Aurore Gastronomie, ce nom ne lui disait rien. Il a probablement crié « C'est une erreur, j'ai vendu l'entreprise ». Vous nous expliquerez cela au commissariat, monsieur, dit l'agent en lui passant les menottes. On le fit monter dans la voiture avec ses chaussures italiennes coûteuses et arrogantes, sous les regards curieux de ses voisins, pieds nus mais nus dans son âme. Au même moment, dans le 8e arrondissement de Paris, dans un immeuble de bureaux, luxueux à quelques pas des Champs-Élysées, Solange Duval était en réunion de crise avec ses investisseurs. Elle leur disait que le Corbeau Noir était une campagne de diffamation et que tout était sous contrôle. La porte vitrée de la salle de réunion s'est soudainement ouverte. Les personnes qui sont entrées étaient des inspecteurs de la PNF en civil, au visage grave. « Solange Duval, nous devons vous parler de vos investissements au Luxembourg. Nous allons saisir vos ordinateurs et vos dossiers. » Le masque professionnel et impassible de Solange s'est fissuré pour la première fois à ce moment-là. Devant ses investisseurs, devant tout le monde, elle n'était plus l'enfant prodige de Paris, mais une suspecte sous le coup d'une enquête. Dans mon appartement mansardé à Lille, j'ai allumé la télévision. Les chaînes d'information diffusaient les dernières nouvelles. Le scandale du Phare Bleu faisait à nouveau la une. Mais cette fois, ma photo n'y figurait pas. À l'écran, on voyait Julien monter dans un fourgon de police, essayant de cacher son visage avec sa veste. Le bandeau en bas de l'écran disait « L'ancien directeur en détention. Les nouveaux propriétaires du Phare Bleu ont découvert une fraude de plusieurs millions. » Le présentateur racontait l'histoire avec beaucoup d'enthousiasme. Il semble que le véritable coupable recherché depuis des mois ne soit pas Elisa Moreau, mais son ancien associé Julien Martel. L'audit interne, lancé par les nouveaux chez Amtois, propriétaire du restaurant, a révélé un complexe système de blanchiment d'argent mis en place par Martel avec l'aide de l'investisseuse parisienne Solange Duval. J'ai souri. La colère froide avait laissé place à une satisfaction glaciale. Tout comme les médias m'avaient impitoyablement détruite, ils s'acharnaient désormais avec la même avidité sur Julien et Solange. Je n'étais plus la reine des imposteurs. J'étais la véritable victime de toute cette conspiration dont le nom était en train d'être blanchi. Ne pensez-vous pas que la plus belle forme de justice est celle qui survient au moment où vous vous y attendez le moins et où vous vous croyez le plus fort ?
Le fait que votre ennemi ignore que c'est vous qui avez appuyé sur la gâchette de l'arme qui l'a abattu, n'est-il pas la forme la plus pure de la victoire? Discutons dans les commentaires de ce que signifie la véritable A. Justice. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Elle appelait de Lyon. Elisa, ma chérie, on vient de voir les informations. Cet homme, Julien. Mon Dieu, ce qu'il t'a fait. Je pouvais entendre le regret dans sa voix. Je vais bien, maman, ai-je répondu calmement. Tu peux nous pardonner? Nous ne t'avons pas cru. Ces gros titres. Je dois raccrocher maintenant, maman, ai-je dit. J'ai beaucoup à faire. Je raccrochai. J'avais retrouvé ma famille, mais je n'avais pas le temps de m'en réjouir. Julien et Solange étaient en détention. La procédure judiciaire avait commencé, mais pour moi, ce n'était pas une vengeance. C'était juste une mise au point. La vengeance, c'était de construire un empire inimaginable pour eux sur les ruines qu'ils avaient causées. J'ai immédiatement décroché le deuxième téléphone et j'ai appelé le dernier soldat de mon armée. Chef Antoine, ai-je dit. Il est temps de démissionner de ce bistrot à Lyon. Tu retournes à Marseille. Nous rouvrons ta cuisine. Après avoir raccroché, j'ai regardé par la fenêtre de mon appartement mansardé à Lille. Julien et Solange transpiraient dans les salles d'interrogatoire de Paris et Marseille. C'était désormais la guerre de Maître Lefebvre. La guillotine juridique allait décider de leur sort. Quant à moi, mon combat ne faisait que recommencer. Tu retournes à Marseille. Nous rouvrons ta cuisine. Le chef Antoine n'avait posé qu'une seule question au téléphone. Il avait simplement demandé « Quand ?» Tout de suite. Zi, avais-je répondu. Le lendemain, je suis retournée à Marseille, que j'avais quittée en fuyant cette misérable chambre d'hôtel. Mais cette fois, je n'étais pas revenue en victime, mais en vainqueur. Un vainqueur silencieux. J'ai évité les médias. Je n'ai prévenu personne. Seul Antoine m'attendait à l'aéroport. Son visage arborait cette expression fatiguée mais déterminée que je n'avais pas vue depuis des mois. Sans dire un mot, nous sommes allés voir les décombres du phare bleu, le ruban rouge scellé, était toujours là, sur la porte du restaurant. Mais désormais, ce sceau, cette porte, ce bâtiment, appartenaient à Aurore Gastronomie, c'est-à-dire à moi. Quand Antoine a ouvert la porte, l'odeur qui s'en est échappée était celle de la pourriture. Julien avait tout laissé en partant. Les aliments dans la cuisine étaient avariés, la cave à vin coûteux avait été pillée. La décoration sombre et prétentieuse était désormais recouverte de poussière et de toiles d'araignée. Ce n'était plus un restaurant, mais un cimetière. Antoine se tenait au milieu de la cuisine. Son visage était livide. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Ce clown ! Il n'a pas seulement ruiné cet endroit, il l'a massacré. Il avait détruit l'âme du phare bleu. » Antoine se tourna vers moi, une véritable inquiétude dans les yeux. « Elisa, cet endroit est maudit. La marque a été empoisonnée. Les Marseillais le connaissent comme le restaurant au rat ou le repère des escrocs. Pourquoi? Pourquoi l'as-tu racheté? Pourquoi nous embêtons-nous avec ces décombres des... » Je me dirigeais vers la célèbre terrasse qui donnait sur les eaux scintillantes du vieux port. Les vitres étaient sales, mais la vue était toujours là. « Parce que tu as raison, Antoine, lui ai-je répondu. Le phare bleu est mort, et nous ne le ressusciterons pas. Antoine m'a regardé avec étonnement. Alors, qu'allons-nous faire? Je me suis tournée vers lui. Nous allons créer quelque chose de nouveau à partir de ces cendres. Nous ne commettrons pas la même erreur que Julien. Le phare bleu était un temple construit sur l'orgueil de Julien. Cher, ostentatoire, fragile et vide. Il ne vendait qu'une expérience. Nous ferons quelque chose de différent. Je commençais à esquisser les grandes lignes de mon plan sur une serviette en papier poussiéreuse posée sur la table. Julien pensait que mon logiciel OptiResa était un simple agenda. Mais c'est un cerveau. Il ne gérera pas seulement les réservations, mais aussi la chaîne d'approvisionnement, les coûts et la fidélisation des clients. Il n'y aura plus un seul temple de la gastronomie coûteux. À la place, nous allons créer un réseau. Ses yeux s'étaient agrandis. Aurore Gastronomie. Ai-je dit, en prononçant le nom de ma holding, Gastronomie de l'Aube. Une chaîne de bistrots de haute qualité, accessible, soutenue par la technologie et honnête. Un système qui sait ce que le client aime, qui réduit le gaspillage à zéro et qui redonne du pouvoir à de vrais chefs comme Antoine. Julien a essayé de faire des profits en réduisant la qualité. Nous ferons des profits en gérant la qualité. Il a volé un restaurant, nous allons changer le marché. Antoine a souri. C'est une révolution, a-t-il dit. Non, répondis-je. C'est du bon sens. Et c'est notre point de départ. Le lendemain, les équipes de construction sont arrivées. Ma première consigne était claire.
Enlevez cette enseigne qui dit « Le phare ». Bleu, voir cette enseigne, imposante et prétentieuse s'écraser au sol, a été la plus grande satisfaction que j'ai ressentie depuis des mois. Nous avons tout démonté à l'intérieur. Le bois sombre, les lustres ostentatoires, le luxe factice. Nous avons décapé les murs jusqu'à la brique nue. Au même moment, mon armée combattait sur d'autres fronts. Maître Lefebvre m'appelait chaque semaine. Julien et Solange se sont disputés, disait-il avec satisfaction. Julien criait « C'était un piège d'Élisa, c'est elle qui m'a provoqué !» Solange, quant à elle, accusait Julien en disant « Ma réputation est ruinée à cause de cet idiot de Marseillais, Pui-Pou. » Et le résultat ? Demandai-je. Le fonds de Solange à Paris s'effondre. Les investisseurs retirent leur argent. Julien est sans le sou. Non seulement ils iront en prison, mais ils devront rembourser à Aurore Gastronomie chaque centime qu'ils ont détourné vers le Luxembourg et investi dans ses châteaux avec les intérêts. Lefebvre était sûr de sa victoire. Je vais être honnête. À ma place, beaucoup de gens auraient pris les millions d'euros du compte à Lille, auraient regardé Julien et Solange aller en prison et se seraient retirés dans une vie tranquille sur la Côte d'Azur. Pourquoi tout risquer à nouveau dans cette ville qui m'a détruit? Sur les décombres même de ma ruine? C'est pourquoi je vous pose la question. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avec des millions en poche, auriez-vous osé construire un nouveau rêve sur les décombres de l'endroit qui vous a détruit? Ou auriez-vous préféré prendre l'argent et choisir une vie sûre? Était-ce de l'audace ou de la folie? Je veux savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, car j'y ai beaucoup réfléchi à l'époque. J'ai trouvé la réponse dans la poussière du chantier. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de victoire. 3 mois ont passé. Pendant 3 mois, nous avons travaillé 18 heures par jour. Antoine a réuni son ancienne équipe fidèle. Monsieur Dubois a mis en place OptiResa 2.0. Il est le système de gestion de restaurant le plus avancé de France. Et moi, au milieu de ces décombres, j'ai géré chaque détail. À Marseille, les rumeurs avaient commencé à circuler. Il y a du mouvement à l'emplacement de l'ancien, le phare bleu. La victime, Élisa Moreau, est revenue. Enfin, le jour est arrivé. Sur les décombres, nous avons accroché une nouvelle enseigne brillante. Pas une enseigne arrogante, de couleur sombre, mais une enseigne modeste, en laiton brossé, avec un nom écrit en lettres élégantes, l'Aurore de Marseille. C'était le premier fleuron du holding, Aurore Gastronomie, ce soir-là. La veille de l'inauguration, j'ai fait ma première déclaration publique. Je ne me suis pas adressée au journal local qui m'avait mise à la une, mais à un magazine économique national basé à Paris. Le journaliste m'a demandé « Est-ce un retour, mademoiselle Moreau ?» J'ai regardé notre nouvelle cuisine, brillante comme du cristal. Antoine et son équipe étaient prêts pour la victoire. Élisa Moreau n'est pas revenue, ai-je répondu, parce qu'elle n'était jamais partie. Le phare bleu était une erreur. L'aurore est l'avenir. Et je vais vous confier un secret. Ce n'est que le début. Nous avons déjà signé pour Lyon, Bordeaux et Paris. La guerre était finie. L'Empire commençait. La soirée d'ouverture de l'Aurore de Marseille rue Wignon n'avait rien à voir avec celle du phare bleu. Pas de politiciens pompeux, pas de critiques arrogants, pas de sourires hypocrites. À la place, il y avait la vie. Une file d'attente de plusieurs centaines de mètres s'était formée à l'entrée. Jeunes professionnels, étudiants, vieilles familles marseillaises, tous étaient curieux de découvrir ce nouveau miracle né dans ce lieu maudit. Contrairement à la décoration sombre et oppressante de Julien, l'intérieur était lumineux, vivant et moderne. Des briques apparentes, des tables en bois chaleureuses et une cuisine ouverte. Cette cuisine vitrée, où Antoine et son équipe travaillaient comme un orchestre, était devenue le cœur du restaurant. Je ne restais pas à la caisse. Je passais de table en table. Bien sûr, certains me reconnaissaient. J'entendais les chuchotements. « C'est elle, Élisa Moreau. Incroyable, elle est revenue. » Mais cette fois, il n'y avait pas de haine dans ces chuchotements, seulement de l'admiration. C'était formidable de voir comment fonctionnait le système, c'est-à-dire OptiResa 2.0. Les tablettes des serveurs communiquaient avec le cerveau créé par Monsieur Dubois. Je savais à tout moment ce que chaque table aimait. Quel vin accompagnait quel plat, à quelle vitesse la cuisine consommait quels ingrédients. Zéro gaspillage, efficacité maximale et les plats. Mon Dieu, les plats d'Antoine! Les petites portions coûteuses que Julien vendait sous le nom d'expérience avaient disparu. Elles avaient été remplacées par les classiques des bistrots provençaux, frais, authentiques et explosifs de saveur. Le jarret d'agneau cuit lentement, signature d'Antoine, la bouillabaisse riche, les gens riaient en mangeant.
Ils avaient l'air vraiment heureux. Au milieu de la nuit, mon téléphone a vibré. C'était Maître Lefebvre, Mademoiselle Moreau, dit-il d'une voix plus aiguë que d'habitude. Je suis désolée d'interrompre votre soirée, mais la décision a été prise. Je m'éloignai du bruit du restaurant et sortis sur la terrasse. Les lumières du Vieux-Port scintillaient. Je vous écoute, Valérie, Julien Martel. Il a été reconnu coupable de toutes les accusations. Escroquerie organisée, falsification et abus de confiance. En plus du remboursement, il a été condamné à 7 ans de prison. 7 ans. Une année pour chaque année que je lui ai donnée. Et Solange Duval. C'est là que ça devient intéressant, dit Lefebvre sans cacher sa satisfaction. Elle espérait obtenir une peine moins lourde en tant que complice. Mais ses liens avec le Luxembourg et l'escroquerie de ses investisseurs ont été considérés comme relevant du crime organisé. 8 ans. Elle a également perdu sa licence de fonds à Paris. L'appartement et le château à Bordeaux ont été transférés à Aurore Gastronomie à titre de dédommagement. Je me suis arrêtée un instant. Alors, on a gagné ? Non, mademoiselle Moreau, dit Valérie. Nous n'avons pas gagné. Nous avons détruit. Je raccrochai le téléphone. Je restais sur la terrasse à regarder Marseille. La colère froide, cette lucidité glaciale, tout avait disparu. Il ne restait plus que la paix, justice avait été faite. Mais je ne faisais que commencer. L'Aurore de Marseille, Mimoseuil, n'ouvrit pas ses portes en tant que restaurant cette nuit-là. Il naquit en tant que légende. Le lendemain, le supplément économique du Figaro m'avait mise à la une. Je n'étais plus la reine des imposteurs. Mon nouveau titre était « L'oiseau phénix renaissant de ses cendres ». Elisa Moreau redéfinit le secteur de la gastronomie grâce à la technologie. Le même journaliste, celui qui m'avait critiqué sans pitié lors du scandale du phare bleu, me qualifiait désormais de génie gastronomique français. C'est ainsi que fonctionnent les médias. Hier, ils vous détruisent. Aujourd'hui, ils vous vénèrent. J'ai appris à ne croire ni l'un ni l'autre, et cela m'a coûté très cher. Ma réussite ne se limitait pas à un simple restaurant. C'était un modèle commercial. 6 mois après l'ouverture à Marseille, l'Aurore de Lyon a ouvert ses portes. Ma mère et mon père étaient assis à la table d'honneur. Ma mère pleurait en me disant « Je suis fière de toi ». Je leur avais pardonné. 3 mois plus tard, l'Aurore de Bordeaux a ouvert ses portes, tout près du château acheté avec l'argent de Solange. Et 1 an plus tard, nous étions à Paris. En l'espace d'1 an, le holding Aurore Gastronomie était devenu la chaîne gastronomique qui connaissait la plus forte croissance en France. Mon projet universitaire idiot, Veopti-Reza, était désormais une entreprise technologique qui employait des centaines de personnes et fournissait non seulement mes propres restaurants, mais aussi des centaines d'autres. Monsieur Dubois n'était plus mon conseiller, mais le directeur du département technologie. Le chef Antoine était devenu le directeur des cuisines de toute la chaîne. Et Maître Lefebvre siégeait au conseil d'administration d'Aurore Gastronomie. Mon armée n'était plus une armée de vengeance, mais une administration impériale. Et Julien attendait dans la cantine de la prison des Baumettes, à Marseille. Solange était quant à elle à la prison pour femme de reine. Ils n'ont plus jamais été autorisés à se revoir. Je pensais avoir tourné la page sur cette partie de ma vie jusqu'à ce jour-là. La veille de l'ouverture de notre 10e restaurant à Paris, alors que j'étais assis dans mon bureau, ma secrétaire est entrée. « Mademoiselle Moreau », dit-elle timidement. « Vous aviez demandé de ne pas être dérangée, mais il y a quelqu'un à la porte. Il vient de Lyon pour vous voir. Il n'a pas de réservation, mais pour qui est-ce » ai-je demandé sans lever les yeux des menus devant moi. Il a dit qu'il s'appelait comme votre mère, la mère de Julien. Il a dit que son nom était celui de votre mère. La mère de Julien. Dans le luxueux bureau aux parois vitrées de mon siège social Aurore Gastronomie, à Paris, lorsque la voix de ma secrétaire résonna, je posai doucement le stylo que je tenais à la main. La mère de Julien. Madame Martel. Je me suis souvenue de la dernière fois que je l'avais vue. Ce terrible mardi matin, devant la porte du phare bleu, alors que les caméras braquaient leurs objectifs sur moi, c'était elle qui se tenait à côté de Julien et qui me criait. Vous avez ruiné la vie de mon fils, espèce de petit imposteur. Elle avait été la première à croire aux mensonges de Julien, la première à m'abandonner. Avec son fils, elle avait pris plaisir à assister à ma chute. Et maintenant, elle se tenait devant ma porte, au cœur de mon empire parisien. Ma secrétaire attendait, nerveuse. « Mademoiselle Moreau, voulez-vous que j'appelle la sécurité ?» Je levai la tête. Mon visage affichait la même froideur que celle que j'avais eue dans cette chambre d'hôtel. « Non, Sophie. Faites-la entrer et apportez-nous
2 cafés, sans rien. Sophie secoua la tête, perplexe, et quitta la pièce. Quelques minutes plus tard, la lourde porte en bois s'ouvrit et la femme entra. Mais ce n'était pas la femme colérique et arrogante dont je me souvenais. La femme qui se tenait devant moi avait vieilli d'au moins 10 ans. Les coûteuses soieries lyonnaises avaient disparu, remplacées par un manteau terne et bon marché. Ses cheveux étaient en bataille. Le dessous de ses yeux était creusé par des mois de pleurs. Ce n'était plus une belle-mère triomphante, mais une femme brisée. Elle s'est approchée de la chaise réservée aux visiteurs devant mon bureau, mais ne s'est pas assise. Elle attendait la permission. Ce simple geste montrait à quel point le rapport de force avait changé. « Bonjour, Madame Martel », dis-je calmement. Elle me regarda. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Élisa, Mademoiselle Moreau, merci de m'avoir acceptée. » Sa voix n'était plus celle qui m'avait interpellée ce jour-là à Marseille, mais un murmure brisé et suppliant. « Pourquoi êtes-vous ici, madame ?» Sophie apporta les cafés et le bruit des tasses posées sur les soucoupes rompit le silence de la pièce. Ma secrétaire quitta rapidement la pièce. Madame Martel ouvrit son sac à main de ses mains tremblantes et en sortit une lettre froissée. « De Julien, dit-elle. De prison. Je suis allée le voir. » Elle poussa la lettre vers la table. Je ne la touchai pas. « Il m'a tout raconté, Élisa, » dit-elle, tandis que des larmes commençaient à couler sur ses joues. « Cette femme, cette Solange, elle a manipulé mon fils. Elle l'a trompé, Julien. Julien n'est pas un mauvais garçon, vous le savez bien. Il était juste faible, ambitieux. Il n'était pas faible, madame, dis-je d'une voix plus froide et plus tranchante que je ne m'y attendais. Et c'était un criminel. Et vous étiez sa complice? Non, s'écria-t-elle, l'ancienne flamme qui brûlait en elle se rallumant un instant. Je ne savais pas. Il était juste. Je me souviens que vous m'avez crié dessus, l'interrompis-je. Devant les caméras, je me souviens que vous m'avez traitée de menteuse. Je me souviens que votre fils, alors qu'il faisait porter le chapeau à sa compagne de 7 ans, vous vous teniez à ses côtés et me regardiez avec haine. Il ferma les yeux. « Tu as raison, » murmura-t-il. « Mon Dieu, tu as raison, je suis un idiot. Je l'ai cru. Mon propre fils. Et maintenant, que voulez-vous de moi ?» Il m'a regardé avec des yeux suppliants. « Vous avez détruit mon fils, Élisa. » J'ai ri. C'était un rire froid et bref. « Non, madame. Votre fils s'est détruit lui-même. Je n'ai fait qu'allumer la lumière. » Elle se leva et s'approcha de mon bureau. « S'il te plaît, dit-elle. S'il te plaît, retire ta plainte. Parle au procureur. Aurore Gastronomie, c'est toi, n'est-ce pas? Je sais, j'ai tout lu. Nous rembourserons l'argent. L'argent qu'il a volé. Je vendrai ma maison. La maison de Lyon. Je vendrai tout, pourvu que mon fils ne passe pas 7 ans en prison. S'il vous plaît, Élisa, je vous en supplie en tant que mère. » Le voilà, le moment décisif, le rapport de karma, où le méchant personnage, après avoir reçu la punition qu'il méritait, suppliait dans un état pitoyable. Je me suis levée. J'étais désormais à sa hauteur, voire plus haut que lui dans ma tour de verre. « Madame Martel, dis-je, votre fils ne m'a pas seulement volé un restaurant. Il m'a volé ma réputation. Il m'a volé ma famille. Il m'a humiliée devant toute la France. Il m'a poussée au bord du suicide dans cette misérable chambre d'hôtel. Je fis un pas vers elle. « Et vous, lui dis-je, vous l'avez aidé. Vous ne m'avez pas réconforté. Vous ne m'avez pas cru. Vous avez jeté de l'huile sur le feu. Je ne savais pas. Cela n'a plus d'importance. » Ai-je répondu. Cette affaire ne me concerne plus. C'est l'affaire du holding Aurore Gastronomie, une société escroquée. C'est l'affaire de la justice française. Et je ne ferai pas obstacle à la justice. Mais vous pouvez le faire. Je ne le ferai pas. Ai-je répondu clairement. Maintenant, veuillez quitter mon bureau. Il m'a regardé, anéanti. Tu n'as donc plus aucune pitié, Élisa? Où est passée cette fille que tu aimais, qui riait, qui s'asseyait à ta table avec mon fils? Je l'ai regardée une dernière fois. Cette fille, lui ai-je dit, vous et votre fils l'avez tuée ce mardi matin à Marseille, devant la porte du Phare Bleu. Il n'avait plus la force de partir. Il s'effondra sur sa chaise. C'est fini, murmura-t-il. Tout est fini. Je vends ma maison à Lyon. La banque la reprend. Les dettes de Julien. Je n'ai plus un sou, Élisa. Je vais me retrouver à la rue. J'ai appelé Sophie en silence. Sophie, accompagne Madame Martel jusqu'à la porte. Ce n'est pas une question de sécurité, mais de courtoisie. Mais c'est la dernière fois. Lorsque Sophie entra dans la pièce, Madame Martel s'avança vers elle. Elle s'arrêta à la porte et se tourna vers moi. Mon fils, c'était mon seul fils. Et j'avais une seule vie.
Et répondis-je. La porte se referma. Je suis allée toucher la tasse de café. Elle était glacée. Que feriez-vous à ma place? Comme le disent les analyses, justice divine. Ou miséricorde? Aideriez-vous cette femme qui vous supplie? Ou bien, comme je l'ai fait, montreriez-vous le visage froid de la justice? Dans vos commentaires, dites-moi où se situent les limites du pouvoir et de la miséricorde. Ce jour-là, j'ai également réglé mes derniers comptes avec le passé. Madame Martel était ma dernière faiblesse, mon dernier lien affectif avec Julien. Elle aussi avait disparu. Le lendemain, sur l'avenue Montaigne, la plus prestigieuse de Paris, les préparatifs ont commencé pour l'ouverture de mon 10e restaurant. L'aurore, il n'y aurait pas d'inauguration. Ce serait mon couronnement. J'ai appelé Maître Lefebvre, Monsieur Dubois et le chef Antoine. Ce soir, leur ai-je dit, ce ne sera pas comme le premier jour à Marseille. Ce soir, tout Paris sera là, tous les médias seront là. Et je me suis interrompue. Et ai-je poursuivi? Je veux que vous invitiez personnellement tous les clients importants de l'ancien Le Phare Bleu. Ou nos amis qui nous ont quittés, tous ceux qui ont cru aux mensonges de Julien à l'époque. Personne ne doit être laissé de côté, car le dernier acte de la vengeance n'était pas encore joué, l'avenue Montaigne, la rue la plus luxueuse et la plus prétentieuse de Paris, voire du monde. Là où se trouvent Dior, Chanel et le Plaza Athénée. Pour couronner un empire, c'est ici qu'il fallait choisir, et c'est ce que j'ai fait. L'Aurore de Paris était mon 10e et plus grand restaurant. Un palais de marbre de 3 étages, au plafond décoré de fresques, surplombant la Seine. À l'opposé du décor sombre et étouffant du Phare Bleu, où cet endroit était baigné de lumière, de verre et de dorure. Ce soir-là, debout à la porte, j'ai pensé à la fille dans cette chambre d'hôtel miteuse à Marseille. Elle était morte. À sa place se tenait une femme vêtue d'une robe minimaliste bleu foncé qui lui allait à merveille, les cheveux tirés en un chignon serré. Je n'étais plus directeur des opérations. J'étais le PDG de la chaîne gastronomique qui connaissait la plus forte croissance en France. Et c'était ma soirée. La porte était bondée des personnalités les plus importantes de Paris. Des ministres, des icônes de la mode, les plumes les plus acérées du Figaro et du Monde. Tous étaient là pour voir le miracle de Marseille. L'oiseau phénix renaissant de ses cendres. Maître Lefebvre s'est approché de moi, une coupe de champagne à la main. « Tu es nerveux ?» m'a-t-il demandé en souriant. « Non », ai-je répondu. « Je suis prêt. » Antoine était comme un maestro dans la cuisine, tandis que Monsieur Dubois dirigeait tout le système depuis notre centre à Paris, depuis une salle de contrôle. Mon armée était en place. Et puis, tard dans la nuit, les invités que j'attendais sont arrivés, ceux qui m'avaient abandonné les premiers à croire aux mensonges de Julien, ceux qui ne répondaient pas à mes appels, ceux qui changeaient de trottoir lorsqu'ils me voyaient dans les rues de Marseille, ceux qui, grâce au Phare Bleu, avaient conclu des contrats de plusieurs millions d'euros, buvaient du champagne avec moi, mais m'avaient donné un coup de pied lorsque j'étais tombée. Monsieur Bernard, le plus riche textileur de Lyon, Étienne, le plus puissant magnate de l'immobilier de Marseille, et Cécile, la mondaine parisienne qui était alors ma meilleure amie. Tous trois, vêtus de leurs plus beaux atours, ont foulé le tapis rouge pour se présenter à la porte. En me voyant, leurs visages se sont illuminés, comme si rien ne s'était passé. « Élisa, chérie !» s'écria Cécile en ouvrant les bras pour m'embrasser. « Tu es magnifique. Je savais que tu reviendrais et que tu les battrais tous. » Je reculai. Je ne la laissais pas m'enlacer. « Bonjour Cécile !» ai-je dit calmement. « Étienne !» « Monsieur Bernard, c'est très gentil d'avoir accepté mon invitation. » Étienne me serra la main avec sa fausse cordialité habituelle. « Élisa, c'est un endroit incroyable. L'avenue Montaigne. Nous devons te féliciter. Passons à table, célébrons cela. Je suis sûre que tu nous as réservé la plus belle table. » Je souris. C'était un sourire froid, glacial. Le même sourire que Madame Martel avait vu dans mon bureau. « Ah, Étienne, dis-je. Je crains qu'il y ait eu un petit malentendu. » Les sourires factices sur les visages des trois se figèrent. Les flashs des appareils photos des médias derrière eux crépitaient. « Je ne comprends pas, » dit Monsieur Bernard. « Notre invitation est ici. »« Oui, » répondis-je. « Vous pouvez être sûr que c'est moi qui vous ai envoyé vos invitations. Il était très important pour moi de vous voir ici ce soir. Seulement, vous ne pourrez pas entrer. » Cécile a ri, sous le choc. « Quoi, Élisa, c'est une blague. »« C'est nous, je sais. » ai-je répondu. « Cécile, tu es la première personne à avoir changé de numéro de téléphone après la première une de Julien. Toi, Étienne, tu es celui qui a annulé tous les contrats qu'il avait passés avec moi en disant
Je ne veux pas avoir affaire à cet imposteur Dove. Et vous, monsieur Bernard, vous êtes celui qui est allé jusqu'à dire à ma famille à Lyon « Renoncez à votre fille ». Silence. La musique semblait s'être arrêtée. Tout le monde à la porte nous observait en chuchotant. C'était tout le contraire de ce mardi matin à Marseille. Les caméras étaient toujours là, mais cette fois, ce n'était pas moi qui étais humiliée. « Élisa, je t'en prie », siffla Étienne, la voix tremblante de colère. « C'est scandaleux. Tu ne peux pas nous humilier devant tout Paris. Vous voulez les rabaisser ?» demandai-je. « Non, je ne fais que dire la vérité. Ce soir, » dis-je en montrant la salle intérieure. Cette fête est pour ceux qui ont construit l'Aurore Gastronomie, pour ceux qui se sont tenus à mes côtés dans les décombres. Le chef Antoine, maître Lefebvre, monsieur Dubois, et la poignée de personnes qui ont cru en moi à l'époque. Je me suis retournée vers eux. Cette fête n'est pas pour les rats qui ont été les premiers à quitter le navire. Votre invitation, c'était juste pour vous voir une dernière fois, pour vous dire en personne que la partie est terminée. Le visage d'Étienne était rouge écarlate. Cécile était au bord des larmes. « Sécurité !» dis-je calmement. 2 hommes costauds s'approchèrent silencieusement d'eux. « M'accompagnez ces messieurs et mesdames jusqu'à la porte, s'il vous plaît. »« Tu vas me le payer, Élisa !» s'écria monsieur Bernard. « Je vais parler de toi partout. »« Parlez, je vous en prie, » dis-je. « Dites à tout le monde que les portes de l'empire d'Élisa Moreau sont fermées aux traîtres. Bonne soirée !» Je leur tournai le dos et rentrai à l'intérieur. La porte se referma derrière eux. Je me suis arrêtée au milieu du restaurant. La musique a repris. Lefebvre a levé son verre vers moi. J'ai souri. À ce moment précis, je ne pus m'empêcher de réfléchir à la nature de la vengeance. Comme le disait mon analyse, était-ce cela, la justice divine? Ignorez ceux qui vous ignorent au moment où vous êtes le plus fort, devant tout le monde? Était-ce le moment le plus doux de la victoire? Ou était-ce une démonstration d'arrogance inutile? La véritable victoire commence-t-elle le jour où vous pouvez leur pardonner ou le jour où vous leur claquez la porte au nez? Dans vos commentaires, c'est vous qui déterminez les limites du pouvoir et du pardon. Cette nuit-là, je suis montée sur la terrasse de l'Aurore de Paris. La tour Eiffel brillait juste en face de moi. Julien était dans sa cellule à Marseille. Solange était dans sa cellule à Rennes. Madame Martel avait perdu sa maison à Lyon et vivait dans un petit appartement. Et mes amis qui m'avaient abandonnée cherchaient un taxi dans la nuit froide de Paris. Chacun était à sa place. La colère froide, cette lucidité glaciale. Tout avait complètement disparu. Il ne restait plus que la paix. La vengeance était terminée. La guerre était gagnée. J'ai sorti mon téléphone. Je me suis connectée au système Optiresa, à ce premier compte à Lille, à cette fortune de plusieurs millions d'euros. Et cette nuit-là, au sommet de Paris, j'ai décidé ce que j'allais faire de cet argent, car j'avais bâti un empire. Il était maintenant temps de construire mon héritage, sur la terrasse de l'Aurore de Paris. Sous les lumières de la tour Eiffel, j'ai voulu immortaliser cet instant. À l'intérieur, mon armée célébrait la victoire. Maître Lefebvre me racontait les nouveaux procès qu'il avait gagnés contre les investisseurs qui m'avaient escroqué. Le chef Antoine riait aux éclats avec le critique le plus redouté de Paris. Monsieur Dubois annonçait que Optiresa 2.0 serait bientôt disponible à Londres et à Berlin. Dehors, dans la nuit froide de Paris, mes amis, qui m'avaient abandonné, rentraient chez eux, humiliés. À Marseille, Julien passait la première nuit de sa peine de 7 ans dans une cellule glaciale. À Rennes, Solange, au début de sa peine de 8 ans, réfléchissait aux décombres de son empire effondré. À Lyon, Madame Martel payait le prix de son fils et de son orgueil en se retrouvant sans le sou. La vengeance était terminée. Elle était accomplie. Cette colère froide, cette lucidité glaciale, ce carburant qui m'avait maintenu debout pendant des mois, était complètement épuisé. Il ne restait plus qu'un vide. J'avais consacré toute ma vie à me venger d'un homme qui avait tenté de me détruire. J'avais réussi. Et maintenant, que se passerait-il? Je sortis mon téléphone. Je consultai le compte à Lille, la fortune secrète d'Optiresa. Avec les indemnités récupérées auprès de Julien et Solange, ce compte contenait désormais une somme d'argent que je n'aurais jamais pu imaginer. Cet argent était celui de la vengeance. C'était l'argent du sang. Et cette nuit-là, au sommet de Paris, je savais ce que j'allais faire de cet argent. 6 mois plus tard, je n'étais pas dans ce bureau luxueux de l'avenue Montaigne. J'étais de retour à Marseille. Mais je n'étais pas non plus sur la terrasse de l'Aurore. Je me trouvais dans un quartier plus modeste de la ville, dans un bâtiment lumineux, ancien textile reconverti. La nouvelle enseigne ne disait plus « Aurore Gastronomie ». Il y avait écrit « Fondation l'Aurore ». Ce jour-là,
C'était l'inauguration officielle de la fondation. Son objectif était simple, apporter un soutien juridique et financier aux femmes, victimes d'injustice, de trahison, piégées par des Julien et des Solange. Leur fournir ce compte secret, ce fonds d'évasion dont je disposais. Lors de l'inauguration, une femme monta à la tribune. Elle s'appelait Marie. Elle était propriétaire d'une petite pâtisserie à Lyon. Son associé l'avait escroquée, comme Julien l'avait fait avec moi, et s'était enfui en lui laissant toutes les dettes. Marie avait découvert notre fondation alors qu'elle était sur le point de tout perdre. « Maître Lefebvre, dit Marie en souriant, lorsque vous avez pris le dossier, vous m'avez dit que mon associé se rendrait dans les 3 jours. Le public rit. Et aujourd'hui, continua Marie, grâce au microcrédit obtenu auprès du système Optiresa. De la fondation, j'ai rouvert ma pâtisserie. Et j'ai remboursé mes dettes. Je me suis assis parmi les spectateurs et j'ai applaudi. Je n'étais pas reconnue. Je n'avais pas voulu que mon nom soit mentionné. Cela ne me concernait pas. Cela concernait mon héritage, mon empire Aurore Gastronomie, a continué à se développer. Grâce à la technologie de M. Dubois, nous sommes devenus l'une des chaînes alimentaires les plus innovantes d'Europe. Le chef Antoine a obtenu sa 3e étoile Michelin. Maître Lefebvre est resté la voix la plus redoutée de notre conseil d'administration. Et mes ennemis? Le temps fait ce que la justice ne peut faire. Il vous fait oublier. Solange Duval a été libérée après 6 ans de bonne conduite. Le monde de la finance l'avait déjà oubliée. On disait qu'elle travaillait comme comptable discrète dans une petite ville de Suisse, Julien Martel. Il a purgé la totalité de ses 7 ans. J'ai entendu dire qu'il épluchait des pommes de terre dans les cuisines de la prison des Baumettes à Marseille. Ce de visage charismatique, ce génie de la gastronomie, n'a payé le prix de sa trahison au bas de l'échelle d'une véritable cuisine. À sa sortie de prison, personne ne lui a donné de travail. On l'a vu pour la dernière fois dans un bar à Strasbourg où il faisait la plonge le soir. Ses amis, qui m'ont tourné le dos à l'époque, Étienne, Cécile et Bernard, ils font toujours partie de la haute société parisienne. Mais chaque fois que je passe devant l'un de leurs restaurants, l'Aurore, ils se souviennent de l'humiliation publique qu'ils ont subie cette nuit-là sur l'avenue Montaigne. C'était leur prison à vie. Et moi, je suis revenue là où l'histoire a commencé. Ce soir, je me tiens sur la terrasse de l'Aurore de Marseille, à la même place que le premier jour. Les lumières du Vieux-Port sont toujours les mêmes, mais je ne suis plus la même femme. Dans le premier chapitre, je me sentais invincible. En me tenant ici, quelle idiote j'étais! J'étais arrogante. Tout comme Julien, je n'étais plus invincible. Je n'avais pas besoin d'être invincible, car j'avais été vaincue. J'avais touché le fond. Dans cette chambre d'hôtel misérable, j'avais été confrontée au visage le plus froid de la trahison. Et de là, j'étais revenue de mes cendres, le serveur s'est approché de moi. « Vous désirez quelque chose, mademoiselle Moreau ?» J'ai souri. « Juste un café, s'il vous plaît, noir. Je suis Elisa Moreau, et c'était la fin de mon histoire. Merci d'avoir suivi mon histoire pendant 10 épisodes, d'avoir partagé ma colère, mes plans et ma victoire. À la fin de ce long voyage, j'aimerais vous poser une dernière question. Comme mes analyses me l'ont appris, selon vous, le véritable pouvoir réside-t-il dans la vengeance ou dans le fait de rester debout après la vengeance et de construire un monde nouveau et meilleur sur les ruines? À vous de donner le dernier mot dans les commentaires.